Churchill et Roosevelt avaient signé la Charte de l'Atlantique stipulant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ils pensaient principalement aux peuples européens dominés par les puissances de l'Axe. Mais, de par le monde, de nombreux peuples colonisés reprennent ce slogan à leur compte et lancent la décolonisation, processus toujours négocié, parfois violent, par lequel une colonie obtient son indépendance. Pour illustrer ce processus, nous allons étudier le cas de l'Inde. Les Indiens, dont Gandhi et Nehru, sont dominés et exploités par les colons britanniques. Alors comment Gandhi milite-t-il pour l'indépendance de l'Inde ? Eh bien, il milite de façon non violente en associant désobéissance civile et boycott. Gandhi définissait ainsi la désobéissance civile en 1920. La désobéissance civile est une révolte mais sans aucune violence. Celui qui s'engage à fond dans la désobéissance civile ne tient aucun compte de l'autorité de l'État. Il peut être amené à refuser de payer des impôts, à ne pas se plier à la réglementation. Mais en plus de la désobéissance civile, Gandhi propose un autre moyen d'action que l'on appelle le boycott. Voilà ce qu'il dit en 1930 lors de la marche du sel. Que chaque village se procure du sel de contrebande, que nos sœurs forment des piquets devant les magasins d'alcool, les fumeries d'opium et les magasins de textiles étrangers. Et il poursuit ainsi. Les jeunes et les vieux doivent manier le takli, c'est-à-dire le fuseau indien pour filer du coton. Filer et tisser abondamment tous les jours. Les textiles étrangers doivent être brûlés, que les étudiants quittent les écoles et les universités d'État, que les fonctionnaires démissionnent et se consacrent au service du peuple. On voit ici que tisser est donc un acte politique qui sert à faire partir les Britanniques. C'est aussi un acte économique, puisqu'il est mis en avant la production de tissus pour confectionner des habits. C'est enfin un acte culturel qui amène celui qui le pratique à faire preuve de patience et de modestie. Mais manier le takli doit être accompagné par un boycott des produits britanniques. C'est donc un boycott politique et commercial. Donc le boycott, pour résumer, c'est donc un refus systématique de consommer les produits ou les services d'une entreprise ou d'une nation. Et ici, par exemple, le refus de consommer des produits venant du coton ou les services, par exemple, ceux des universités, des écoles de l'État britannique. Néanmoins, malgré ce boycott et cette désobéissance civile, l'Inde n'obtient pas son indépendance. Et comme on l'a dit tout à l'heure, en 1941, Churchill et Roosevelt avaient signé la Charte de l'Atlantique qui avait stipulé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc en 1942, Gandhi et son parti, le Parti du Congrès, rédigent une résolution intitulée « Quit India », littéralement « quitter l'Inde », pour demander en fait le départ immédiat des Britanniques. Le lendemain de la signature de ce texte, Gandhi et Nehru sont emprisonnés comme près de 100 000 personnes dans les jours qui suivent. Donc 42 est un échec, mais Gandhi et Nehru poursuivent le combat de l'indépendance et après la guerre, 46 notamment, ils relancent les revendications d'indépendance et ce avec d'autant plus de motivation que l'ONU, nouvellement créée, les encourage et que les deux superpuissances aussi. L'URSS est favorable à l'égalité des hommes et donc des pays par principe communiste et les États-Unis par principe, notamment au niveau de la liberté, mais aussi par l'histoire, les États-Unis étant un ensemble d'anciennes colonies britanniques. Et finalement, le Premier ministre britannique, en 1947, charge le vice-roi des Indes, Lord Mountbatten, d'organiser l'indépendance du pays. Il réunit donc autour de la table les principales organisations du pays, le parti du Congrès de Gandhi, qui est représenté ici par Nehru. Gandhi avait déclaré en avril 1947, lors d'un discours, « Pour moi, ce sera une non-indépendance si l'Inde doit être divisée et si la protection, la sécurité et l'égalité des droits des minorités ne sont pas assurées. » Donc le parti du Congrès, le parti de Gandhi et de Nehru, est donc favorable au maintien de l'unité de l'ancienne colonie, appelée l'Empire des Indes, dans un nouvel État indien. Mais le point de vue de la Ligue musulmane, représentée ici par Ali Jinnah, est différent. En 1946, le dirigeant musulman déclarait « Il n'y a jamais eu d'unité sociale et politique entre les hindous et les musulmans.
Ce qui est vrai, parce que Ali Jinnah et la Ligue musulmane n'avaient pas, par exemple, signé la résolution Quit India de 1942. Et Ali Jinnah de poursuivre. L'unité indienne n'a été maintenue que par le recours à la police et à l'armée britannique. Notre solution repose sur la partition du territoire de ce sous-continent en 2 États indépendants, l'Hindoustan et le Pakistan. Donc on voit ici que le Parti du Congrès est favorable à la création d'un État qui regrouperait l'ensemble de l'ancienne colonie, et la Ligue musulmane, elle, parle de la partition en 2 de cette colonie, en 2 nouveaux États indépendants. Donc le fait que l'Inde obtienne son indépendance est acté, mais sous quelle forme? Il y a un 3e ici représentant qui s'appelle Baldev Singh, un représentant de la minorité religieuse sikh du nord-est du pays, qui est favorable à l'unité du pays, mais avec un accent mis sur la protection des minorités religieuses. Alors comment se terminent ces négociations? Lord Mountbatten, proche ami de Nehru, est favorable à l'unité, mais l'idée de Gandhi et du Parti du Congrès n'est finalement pas retenue. Certains pensent que cela avantage les Britanniques, car en géopolitique, diviser permet de continuer de régner. D'ailleurs, l'acte d'indépendance de l'Inde du 18 juillet 1947 stipule que 2 dominions indépendants seront instaurés sous les noms respectifs de l'Inde et du Pakistan. Ces territoires resteront placés sous la souveraineté de l'Angleterre. Sa Majesté n'aura plus la responsabilité du gouvernement des territoires qui étaient inclus dans les Indes britanniques. Donc ces territoires sont indépendants, mais font toujours partie aujourd'hui du Commonwealth, association d'États dominée par les Britanniques, et donc ils font partie officiellement du bloc de l'Ouest. La plupart des colonies vont donc devenir des États indépendants entre 1947, comme l'Inde, et 1962. Certaines décolonisations se font de façon pacifique et négociée avec la puissance coloniale, comme celle de l'Inde, même s'il ne faut pas oublier qu'il y a eu de nombreuses violences, notamment interconfessionnelles, entre les religions, au moment de la partition, au moment du déplacement des populations musulmanes vers le Pakistan et des populations hindoues vers l'Inde. Ces violences interconfessionnelles durent d'ailleurs encore jusqu'à aujourd'hui. D'autres colonies donc vont obtenir leur indépendance de façon pacifique et négociée, comme la plupart des colonies d'Afrique subsaharienne francophone, comme le Mali. Mais d'autres colonies seront le théâtre de violentes guerres entre les mouvements indépendantistes et les puissances coloniales, comme en Indochine, ou, et c'est un des cas les plus connus, comme en Algérie entre 1954 et 1962, entre les indépendantistes algériens et la puissance coloniale française.